Bonjour à tous. Donc je remercie Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet pour cette invitation. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un webinaire sur la redirection écologique et aura pour titre L'infini dans le moindre, suffisance intensive et usage écologique du plaisir, un exercice d'indétermination. Donc le plan que je suivrai pour cette intervention est relativement simple, en deux parties, avec une introduction qui s'inspire d'un texte coordonné par la philosophe Émilie H, et puis deux parties avec un retour sur trois orientations qui me paraissent acosmiques et donc que je soumets aussi à discussion, puis un exercice d'indétermination avec l'exemple de la relecture comme allégorie et pratique d'un monde infini. En conclusion, un retour sur ce concept de suffisance intensive et peut-être une orientation possible pour un monde qui serait authentiquement infini en réponse à la question posée en introduction. Alors, dans un ouvrage récent, Où atterrir, le philosophe des sciences et des techniques Bruno Latour nous propose de reconceptualiser, mais aussi de repolitiser la question écologique à partir du concept d'atterrissage. La modernité, selon Bruno Latour, son projet, comme son orientation actuelle, montre des signes de plus en plus manifestes des risques qu'elle représente, mais aussi des dommages qu'elle occasionne, voire même des désastres qu'elle crée et qu'elle rend de plus en plus prégnants autour de nous. Donc pour reconsidérer la question écologique, il convient, selon Bruno Latour, de l'articuler à la question de la vie, à la question également sociale, en particulier à la question éminemment politique des dégâts occasionnés par les activités du monde organisé, selon la formule d'Emmanuel Bonnet, sur les milieux de vie. Mais également de considérer les enchâssements, les entrelacements de plus en plus forts du climat aux vies humaines et non humaines. Donc au projet de la modernité, donc c'est ce qu'on peut voir sur le schéma, donc au projet de la modernité qui montre des signes de plus en plus évidents de son obsolescence, Bruno Latour oppose donc dans cet ouvrage Où atterrir le projet d'un atterrissage qui irait du plus ultra de la conquête, de la prédation, de l'expropriation également, au plus intra d'un retour sur Terre hybridant le bien social, la justice sociale, à la constitution d'autres relations, d'autres collectifs et assemblages avec le monde non humain. Dans le recueil de textes coordonné par la philosophe Émilie H, qui porte ce titre, De l'univers clos au monde infini, un texte écrit par la philosophe Deborah Danowski et l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro, explicite et intensifie cette interrogation, en la rapportant notamment à la possibilité de la fin du monde, ou en tout cas à la question de la fin du monde, comme à celle de nos usages du plaisir et de nos conduites quotidiennes de vie. La question qui est posée par la philosophe et l'anthropologue est la suivante. Que pourrait vouloir dire passer du plus ultra au plus intra quand il est question de nos usages du plaisir? Autrement dit, en quoi, dans quelle mesure et comment le monde où atterrir, c'est-à-dire cette petite pellicule très fine, très fragile de terre qui permet la vie, donc la zone critique, donc en quoi, dans quelle mesure et comment, ce monde où atterrir pourrait-il être également un monde vivable, voire même infini, comme le suggère le titre du recueil de textes coordonné par Émilie H. Autrement dit, comment passer de l'univers clos au monde infini et à quoi pourrait ressembler ce monde infini. Donc en réponse ou dans le prolongement du travail et de la proposition de Bruno Latour, la philosophe Deborah Danowski et l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro écrivent la chose suivante. Plus intra, proclame Latour, nous comprenons cette maxime comme une exhortation à nous préparer à une intensification non matérielle de notre mode de vie, c'est-à-dire à sa transformation totale, selon des voies qui passent complètement au large de n'importe quel type de fantaisie prométhéenne ou de maîtrise sur le monde considéré comme l'autre de l'humanité.
Il est grand temps de transformer l'enkrateia, c'est-à-dire la maîtrise de soi-même, en un projet collectif de recivilisation, civiliser les pratiques modernes, projet que l'un des auteurs du présent essai a appelé la suffisance intensive. Donc, les auteurs proposent la notion de suffisance intensive pour entrevoir un atterrissage impliquant directement nos vies, nos attachements et nos usages du plaisir. La suffisance intensive est une formulation conceptuelle qui nous semble particulièrement riche et intrigante puisqu'elle réactive la question du suffisant, telle qu'on l'a trouvée notamment chez des auteurs comme André Gorz, en lui ajoutant cette notion qui est peut-être aujourd'hui une résolution, cette notion d'intensité. Précisément, la redirection écologique nous pose cette question de première importance. Quelle pourrait être la forme de nos usages du plaisir dans l'orientation de l'atterrissage? Comment concevoir ensemble, c'est-à-dire articuler ensemble le retour sur Terre et l'intensité de nos expériences de vie? Ou inversement, comment le concept d'intensité peut-il orienter nos atterrissages? Alors, ce questionnement prend forme dans un climat réel et intellectuel d'inquiétude quant à la perspective d'un atterrissage. Schématiquement, cette inquiétude peut être directement mise en relation avec la hantise écologique, d'après la formule du sociologue Cyprien Tassé, et susciter plusieurs orientations ou propositions, dont 3 nous paraissent réellement intéressantes, car d'abord elles sont toutes les 3, selon nous, acosmiques, c'est-à-dire qu'elles nous priveraient du monde, mais intéressantes aussi car elles témoignent, elles sont assez représentatives des doutes, des inquiétudes et de la grande diversité des imaginaires qui circulent autour de la possibilité d'un effondrement ou d'un atterrissage écologique. Donc le premier exemple, celui de l'overdrive ou de l'accélération. On peut donc donner l'exemple de l'accélérationnisme tel que décrit par Danowski et Viveros de Castro. Donc l'accélérationnisme qui est un courant de pensée qui entrevoit l'émergence ou l'avènement d'un autre monde, d'un monde alternatif, à partir de l'accélération du monde moderne. Et donc, voilà la façon dont Danowski et Viveros de Castro décrivent l'accélérationnisme. L'unique façon de faire advenir ce dehors, donc ce dehors du monde alternatif, c'est de le produire à partir du dedans, de mettre la méga-machine capitaliste en overdrive, d'accélérer l'accélération qu'il a définie, de potentialiser la destruction créative qu'elle sème jusqu'à ce qu'elle finisse par s'autodétruire pour nous recréer enfin dans un monde radicalement nouveau. Donc voilà pour l'une des premières orientations qui nous paraissent acosmiques. La seconde orientation est celle de la désolation, dont on a pu avoir un exemple relativement récent avec le témoignage ou l'intervention de Michel Houellebecq pour France Inter. Et Michel Houellebecq, qui à l'occasion de la crise du Covid, imagine une sorte d'apocalypse sans éclat, un peu médiocre, crépusculaire. Donc à propos du Covid, Michel Houellebecq écrit la chose suivante: c'est exactement ce que j'avais en tête à l'époque concernant l'extinction de l'humanité. Rien d'un film à grand spectacle, quelque chose d'assez morne, des individus vivant isolés dans leurs cellules, sans contact physique avec leurs semblables, juste quelques échanges par ordinateur allant décroissant. L'épidémie de coronavirus offre une magnifique raison d'être à cette tendance lourde, une certaine obsolescence qui semble frapper les relations humaines. Alors le troisième exemple d'une orientation qui nous paraît donc acosmique et moins couramment documenté ou inventorié dans la recherche, c'est celui de la tautologie ou de la peur, entre guillemets, d'un retour qui serait pas un retour à un monde infini, mais un retour à un monde clos, c'est-à-dire un monde enfermé, confiné, justement, on l'a vu avec la question du confinement. Donc Clément Rosset, dans l'ensemble de son travail philosophique, mais notamment dans le régime des passions, nous appelle à un retour sur Terre,
sauf que dans son œuvre, le retour sur Terre est un retour à un monde clos. Ainsi, Clément Rosset écrit la chose suivante, donc ce que vous pouvez voir à l'écran: qu'il soit fini ou infini, l'univers est de toute façon quelque chose d'unique, par rapport auquel il est par conséquent impossible de se distancier. Il constitue donc un monde clos, dont l'homme est nécessairement prisonnier, puisque ne disposant pas, comme on aime à dire aujourd'hui, d'univers alternatif. Toute idée de départ est nécessairement inassouvie. C'est pourquoi aussi le renoncement à l'idée de mouvement est, comme le suggère Beckett dans Le Dépeupleur, un commencement de sagesse. Donc ici, le renoncement à l'idée de mouvement euh, façonne ou oriente, est l'orientation proposée par Clément Rosset, qui associe ça à un commencement de sagesse. Donc c'est vraiment la proposition d'un retour à un monde, mais d'un retour à un monde clos. Donc ces trois propositions, ces trois orientations nous semblent toutes trois donc acosmiques, car elles promeuvent une perte de monde, c'est le cas de l'accélérationnisme, témoignent d'une perte de monde, le cas de la désolation, ou façonnent contre leur gré une perte de monde en voulant y revenir. C'est le cas de la sagesse ou de la tautologie telle que décrite par Clément Rosset, où toute idée de mouvement devient obsolète. Dans les trois cas, donc, la perspective d'un retour sur Terre semble compromise, ou en tout cas problématique. Que l'on désire fuir cette orientation, que l'on se désole du délitement du monde en cours, ou que l'on prive le monde de tout mouvement ou de toute intrigue, dans les trois cas, on perd de vue le monde, ou à minima, ce que le monde est capable de faire ou de nous faire faire. En un sens, d'ailleurs, ces réactions nous paraissent tout à fait légitimes et compréhensibles, et d'une certaine manière, nous portons tous, peut-être, et toutes, en nous, des interrogations qui nous font traverser, ressentir ou considérer chacune de ces trois orientations avec le plus grand sérieux. La fuite, notamment, le désir d'accélérer les choses, de s'embarquer à plein dans le projet de la modernité, la tristesse ou la tentation de l'inertie, de la sagesse telle que décrite chez Clément Rosset. D'une certaine manière, nous pouvons tous et toutes redouter la fermeture du monde, redouter ce retour sur Terre, éprouver même de la tristesse et de la désolation quant à la fin du projet moderne. Nous imaginer des issues de secours, des plans B, voire même peut-être consentir coûte que coûte au projet de la modernité jusqu'à son terme, ce terme fut-il funeste. Donc ces doutes et ces appréhensions sont d'ailleurs vraiment omniprésentes chez les autrices et auteurs qui travaillent avec les questionnements autour de l'Anthropocène. Ainsi la philosophe Émilie H, qui écrit la chose suivante: est-ce que l'on peut même encore choisir de ne pas penser avec cette notion, la notion d'Anthropocène? Comment ne pas laisser prise à l'effet de sidération que peut provoquer une telle affirmation, due tout autant à l'autorité scientifique résultant de la nomination mondialisée d'une nouvelle ère, qu'à la séduction contenue dans l'affirmation, quand bien même destructrice en premier lieu pour nous-mêmes, selon laquelle nous serions devenus une force géologique, comme encore au sentiment inverse et pourtant concomitant d'écrasement l'accompagnant. Dès lors, peut-on explorer plus avant l'hypothèse d'un monde infini? Peut-on déplier cette hypothèse et l'interroger à la lumière de l'atterrissage, du plus intra et de la suffisance intensive? Peut-on donc réapprendre à regarder et à ressentir ce qui du monde ne finit pas? Peut-on retrouver d'ailleurs ce qui dans le monde ne finit pas pour prendre soin de ce qui doit finir, finit ou pourrait finir? Donc pour avancer dans cette brèche et rouvrir la question d'un monde infini, ou mieux sentir ce qui du monde pourrait effectivement s'ouvrir, je propose de considérer un exemple relativement anodin dans un exercice que j'ai appelé exercice d'indétermination, qui a donc autant valeur d'allégorie que d'orientation ou de pratique pour entrevoir d'autres conduites, d'autres manières de se rapporter au plaisir, d'autres respirations, peut-être même à partir de cette idée de suffisance intensive,
un mode radicalement nouveau d'usage du plaisir qui partirait du moindre, du peu, et du fragile pour solliciter des gestes, des respirations et des orientations nouvelles comme d'autres manières effectivement de faire, de se rapporter au temps et au monde. Donc au cours d'une conversation ordinaire, il nous arrive de dire que nous avons fini tel ou tel livre, nous dissertons, nous expliquons pour dire ce qui nous a plu, intéressé, ou au contraire, ce qui nous a laissé indifférent ou franchement déplu dans un livre. Nous disons en tout cas, j'ai fini ce livre, c'était vraiment bien tu sais, ou alors je n'ai pas pu finir ce livre, il m'ennuyait. Donc comme dans la plupart de nos usages du plaisir et qui sont propres effectivement à cette période de la modernité avancée, nous concevons l'objet livre comme un objet clos, parfaitement déterminé, qu'il serait possible donc de finir. C'est une attitude relativement commune en fait, finalement, de la modernité, qui consiste à se représenter les non-humains comme des objets clos, privés de vie, et surtout aux frontières précises, à usage ponctuel, resserré voire unique. En contraste, le philosophe et psychanalyste Pierre Bayard nous propose de reconsidérer ce qui dans le livre ne finit pas. Et surtout, pourquoi et comment il est philosophiquement et empiriquement impossible de finir ou d'avoir fini un livre. Donc voilà ce qu'écrit Pierre Bayard. Notre relation au livre n'est pas ce processus continu ou homogène dont certains critiques nous donnent l'illusion, ni le lieu d'une connaissance transparente de nous-mêmes, mais un espace obscur, hanté de bribes de souvenirs et dont la valeur, y compris créatrice, tient aux fantômes imprécis qui y circulent. Il suffit de faire l'expérience simple consistant à confronter les souvenirs d'un livre aimé, de notre enfance, avec le livre réel, pour saisir à quel point notre mémoire des livres, et surtout de ceux qui ont compté au point de devenir des parties de nous-mêmes, est sans cesse réorganisée par notre situation présente et ses enjeux inconscients. Reconnaître que les livres ne sont pas des textes fixes, mais des objets mobiles, est en effet une position déstabilisante, puisqu'elle nous confronte par le biais de leur miroir à notre propre incertitude, c'est-à-dire à notre folie. C'est cependant en acceptant le risque de nous y confronter que nous pouvons à la fois approcher les œuvres dans leur richesse et échapper aux situations de communication inextricables dans lesquelles la vie nous place. Ce sont, conclut Pierre Bayard, ce sont les multiples points de rencontre entre l'œuvre et soi-même qu'il est urgent de mettre en valeur. Donc ici, nous découvrons simultanément deux aspects effectivement du livre, très intéressants car très peu mentionnés ou très peu documentés. D'abord, le caractère un peu incertain, un peu fragile du livre, et ensuite le caractère effectivement infini du livre. Le livre est littéralement ici et concrètement infini si l'on considère que ce sont les multiples points de rencontre avec le livre qui lui confère ou qui confère à la lecture son intérêt. Ainsi, quand nous disons « j'ai fini ce livre », nous pourrions tout aussi bien dire « ce livre n'a pas fini de m'animer ou de me travailler l'esprit ». On pourrait même dire « il m'arrivera de le reprendre un jour », ou peut-être est-ce le livre lui-même qui m'appellera et m'amènera à le rencontrer une seconde fois. Donc nous voyons comment un objet que notre cosmologie, c'est-à-dire cette cosmologie moderne, occidentale, aurait tendance à refermer, à diminuer, à replier dans un usage unique, fait peut-être erreur quant à la nature du plaisir que l'on trouve en réalité à la lecture. Peut-être en effet qu'il ne s'agit ni de lire un livre, ni même de le terminer, mais bien d'aménager des espaces, des respirations et des plaisirs, à partir des rencontres diverses, mobiles et fragiles dans le temps, qui deviennent possibles avec une œuvre. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle le romancier américain Henry Miller exprime tant d'admiration à l'égard de l'un de ses amis qui avait très peu lu de livres, mais peut-être avec une plus grande profondeur et une plus grande donc justement intensité. Donc voilà ce qu'écrit Henry Miller. Cet ami m'avait instruit sans le vouloir dans l'art de la lecture. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'avait quant à lui lu que 3 ou 4 ouvrages, Whitman, Thoreau, Emerson,
mais je n'ai connu personne qui ait su tirer d'un livre autant qu'il l'a fait, ni qui ait eu si peu besoin de s'adresser à des livres. Tirer d'un livre jusqu'à la dernière goutte de substance est un art presque aussi difficile que celui d'en écrire un. Lorsque l'on a appris à le faire, un seul livre profite autant que des centaines. Donc évidemment, on le pressent, ce qui est vrai du livre vaut probablement pour la plupart de nos usages du plaisir. Que l'on pense au visionnage de films, au réemploi de vieux vêtements, dans des assemblages et des compositions nouvelles, à la réparation d'une chaise bancale, ou simplement au plaisir de regarder et de ressentir le temps qui passe dans les choses pour être capable d'en hériter, d'accompagner et de soutenir le bien vieillir du monde qui est déjà présent autour de nous. Cet exercice implique la reconsidération des zones incertaines dans lesquelles des rencontres ont lieu à différents moments donc du temps, dans lesquelles des relations se forment, se déforment, mais sont susceptibles de se reformer avec les non-humains. Des symbolisations s'entretissent, s'affectent, se font faire des choses au cours du temps, sans linéarité, ni clôture, ni solution une fois pour toutes déterminée. Donc avec cet exercice, il s'agissait de déplacer la question de l'aventure, du souffle et de la vie, du côté plutôt de l'incertitude, de l'indétermination et des fragilités, de ce qui peut ou non se rencontrer, et pour cette raison même des intensités plus durables, plus mélangées, plus incertaines, plus indéterminées, qui sont susceptibles de s'y entretenir. Donc voilà en conclusion ce que l'on pourrait dire, qui d'ailleurs rentre en écho avec les théories actuelles du care, du soin, adoucir, amoindrir, guérir, civiliser et soigner nos usages du plaisir pour préparer la suffisance intensive et accompagner le bien vieillir du monde. Cela suppose peut-être donc d'indéterminer les non-humains qui sont présents autour de nous, car rien ne semble en réalité vraiment clos, fini, ni muet dans les présences non humaines qui, pour reprendre une formule de Bruno Latour, se font sentir autour de nous, avec lesquelles donc des rencontres nouvelles pourront et en fait ne cessent d'être possibles avec des non-humains, des héritages, des soins et des incertitudes qui se recomposent en réalité continuellement. Donc rien n'est clos, et c'est la raison pour laquelle on peut légitimement donner du crédit à cette hypothèse d'un monde infini qui se rouvrirait à partir de la suffisance intensive et de l'atterrissage écologique. Donc en conclusion, hériter du monde qui nous entoure pourrait d'abord consister à reconsidérer avec sérieux et à rééduquer nos regards à tout ce qui ne finit pas, ne cesse d'agir, de se transformer, de s'altérer, d'évoluer dans ce qui est déjà là, auprès de nous. À tout ce qui, autrement dit, fragile et indéterminé, appelle à de multiples points de rencontre au cours du temps, à de multiples assemblages et donc à de multiples mouvements. Alors, la fermeture d'un monde à lecture unique désignera peut-être d'un geste incertain, mais séduisant et prometteur, l'ouverture d'un monde où des présences et des rencontres pourraient continuer de vivre en nous donnant à vivre avec justement intensité. C'est tout le sens de cette notion de suffisance intensive, faire tenir beaucoup sur peu et multiplier les points de rencontre avec des non-humains qu'il s'agira d'indéterminer et de rendre capables de nous solliciter donc une seconde fois, une troisième fois, etc. Le retour sur Terre pourra donc hériter également des trois orientations acosmiques que nous avons présentées plus haut, prendre en charge effectivement ces incertitudes, ces orientations, ces craintes, voire même ces désolations, pour ouvrir un passage à des usages indéterminés du plaisir, aux multiples points de rencontre dont ces nouvelles manières de faire et de se rapporter au monde seront entre guillemets fabriqués, tissés. Donc il s'agirait pour cette proposition en tout cas d'indéterminer les non-humains présents autour de nous pour les laisser
s'exprimer, nous solliciter et nous rappeler à eux, et donc de ne jamais cesser de sentir comment les non-humains sont présents autour de nous et comment nous pouvons en hériter. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que cette intervention a été claire. Et puis donc je soumets tous ces éléments effectivement à discussion pour pouvoir en parler, effectivement continuer un peu le débat. Je vous remercie.